Dans le cadre du thème Les chemins de la puissance, la question qui est au programme, c'est les États-Unis et le monde depuis 1918. Mais c'est évidemment une question très longue et il paraît plutôt judicieux, en termes de composition, de s'interroger sur le sujet les États-Unis et le monde depuis 1945, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors on sait, quand on a suivi ce cours sur les États-Unis, que les États-Unis oscillent entre isolationnisme et interventionnisme pendant tout le XXe siècle. À partir de 1945, les États-Unis sont bien présents dans les affaires du monde et en Europe. Il faut donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles les États-Unis affirment leur puissance après 1945 et aussi sur les moyens que les États-Unis mettent en œuvre pour s'imposer sur la scène internationale. Alors un sujet comme celui-là, qui n'est pas un sujet très compliqué, pose le problème évidemment des trois parties qu'on va faire et des articulations chronologiques. À quel moment on s'arrête, à quel moment on reprend, c'est ce à quoi nous allons réfléchir tout de suite. Donc, trois parties, ce qui n'est pas une obligation, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est judicieux, qui correspondent à des durées de temps à peu près équivalentes. Cela se trouve comme ça. La première partie doit bien expliquer les raisons pour lesquelles la puissance américaine s'affirme après 1945, et on peut la faire durer jusqu'à la crise de Cuba en 1962. C'est une date peut-être comme une autre, mais elle est quand même bien commode pour passer d'une partie à l'autre. La deuxième partie évoquera plutôt le repli de la puissance américaine dans les années 1960-1970, et la troisième partie, c'est la réaffirmation de la puissance américaine depuis la fin de la guerre froide, réaffirmation qu'il faut questionner. Le terme d'hyperpuissance ici est extrêmement important et devra être donc discuté dans la troisième partie. Comment traiter chacune de ces parties en allant à l'essentiel ? Dans un premier temps, quand on s'interroge sur l'affirmation de la puissance américaine, il faut revenir un peu sur la guerre, sur le rôle majeur que les Américains ont joué dans la victoire finale contre le nazisme et surtout dans la réorganisation du monde à partir de 1944-1945. On se souvient que le principe de destinée manifeste est au cœur de l'idéologie américaine quand il s'agit d'intervenir dans le monde. Eh bien, cette destinée manifeste, elle réapparaît avec la volonté du président Truman, la doctrine Truman, d'endiguer le communisme en Europe à partir de 1947-1948. Et cet endiguement du communisme doit faire l'objet d'une deuxième sous-partie. Enfin, les États-Unis vont assumer leurs responsabilités jusque dans les années 60 en créant des alliances militaires, l'OTAN par exemple, ou en intervenant ponctuellement pour repousser le communisme. La guerre de Corée par exemple, 1950-1953, doit être évoquée. Alors dans un deuxième temps, on voit que cette puissance rencontre des difficultés, d'une part parce qu'elle est évidemment contestée. Il est temps, à ce moment de la composition, de rappeler que l'Union soviétique domine une large partie du monde et que donc la puissance américaine est limitée de ce point de vue-là. Mais cette contestation du leadership, elle peut être aussi dans le camp américain, puisque, par exemple, la France du général de Gaulle, en sortant de l'OTAN en 1966, manifeste une certaine réticence face à la domination américaine. Il est important d'évoquer la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam est un traumatisme, une expérience extrêmement douloureuse à différents titres pour les Américains, et c'est à partir de là, notamment sous la présidence de Jimmy Carter, que les États-Unis donnent l'impression de renoncer à leurs responsabilités en n'intervenant pas, par exemple, au Nicaragua dans les années 1970, au nom de ce principe, plus jamais le Vietnam, expression à faire figurer dans la copie. Alors, cet affaiblissement de la puissance, c'est aussi l'affaire du Watergate dans les années 1970, un scandale politique, ou la fin du système de Bretton Woods en 1971, qui plonge le monde dans une espèce de crise, d'ensemble de difficultés monétaires.
Cette séquence prend fin en 1980 avec l'élection de Ronald Reagan et son fameux America is Back, c'est-à-dire la reprise de la guerre froide et la reprise d'un programme d'armement qui finira par faire céder l'Union soviétique en 1991. On retient plus volontiers aujourd'hui, pour la fin de la guerre froide, cette date qui est celle de l'effondrement de l'URSS. Le terme très important de la troisième partie est le terme d'hyperpuissance, puisqu'on s'interroge sur ce qu'est devenue la puissance américaine depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis sont-ils seuls en scène? Effectivement, ils exercent tous les aspects de la puissance, et notamment le fameux soft power qui doit être absolument mentionné, la puissance douce, qui est la domination culturelle des États-Unis sur la planète. La première guerre du Golfe, 1991, l'opération Tempête du désert, doit être mentionnée à cette occasion. Avec George Walker Bush, les États-Unis sont tentés par ce qu'on appelle l'unilatéralisme, c'est-à-dire une politique qui consiste à faire ce qui est dans l'intérêt des États-Unis sans forcément tenir compte de ses partenaires. C'est la deuxième guerre du Golfe, la guerre en Irak en 2003, qui est une guerre qui a été extrêmement critiquée dans le monde. Enfin, la dernière sous-partie forme une espèce de conclusion où l'on explique que dans un monde multipolaire, où d'autres grandes puissances s'affirment, comme par exemple la Chine, les États-Unis sont un géant parmi d'autres, et un géant qui revient volontiers au principe du multilatéralisme, c'est-à-dire le fait de discuter avec ses grands partenaires internationaux avant de prendre des décisions politiques ou militaires. Il s'agit donc d'une composition qui permet de montrer que depuis 1945, les États-Unis sont définitivement sortis de l'isolationnisme et qu'ils assument depuis cette date leur statut de puissance importante, de puissance influente dans le monde. La copie doit bien s'arrêter à la situation actuelle, à l'état aujourd'hui de la puissance américaine, sans chercher à extrapoler, surtout, ne pas essayer de se demander ce que les États-Unis seront dans 20 ans, dans 30 ans, on n'en sait rien, et l'histoire consiste à étudier ce que l'on sait. Enfin, dernier point, citer l'American Way of Life est une excellente chose quand on parle de responsabilités que les États-Unis assument, mais il faut mentionner, expliquer brièvement ce qu'est l'American Way of Life, sans y consacrer trop de temps, parce que là, on sera dans le modèle américain et on sortira du sujet.